Je représente l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité. Donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Pierre Stamboul, qui est donc membre de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Donc je vais le laisser se présenter tout à l'heure. Donc au niveau de l'AFPS, on vous en parlera peut-être, enfin je pense que Pierre va vous en parler aussi, mais vous verrez sur la table, vous avez des documents pour la campagne BDS, mais vous avez aussi surtout la campagne actuellement, le bateau français pour Gaza. Donc tout à l'heure, il y a un petit bateau là-bas, donc si les gens veulent faire des dons pour ce bateau, qui va coûter donc à peu près 450 000 €, et donc qui devrait partir au printemps. Donc voilà, donc vous avez sur la table aussi, vous avez des petits produits palestiniens, donc n'hésitez pas, soit en sortant, de regarder un peu tous les documents qu'il y a là-bas. Donc voilà, je vais laisser la place maintenant à Pierre, pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je remercie vivement l'association France-Palestine Solidarité, dont d'ailleurs je suis également membre, de m'avoir invité. Donc je m'appelle Pierre Stamboul, je suis membre du bureau national de l'Union Juive Française pour la Paix. Je vais vous dire un petit peu quelques mots sur mon association et sur moi-même, peut-être avant de commencer le débat. L'UJFP s'est créé en 1994, mais au début c'était un groupe tout à fait confidentiel qui s'est véritablement développé à partir de ce qu'on appelle improprement la deuxième intifada, au moment de la grande révolte palestinienne qui a suivi la provocation d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Et nous avons éprouvé à ce moment-là un sentiment assez égoïste, qui était l'idée que le crime se commet en notre nom, que c'est un État qui se dit État juif, qui était en train de détruire une fois de plus la société palestinienne, en installant des colonies qui se disent colonies juives, et nous nous sentons toujours représentants tout à fait d'une autre histoire et d'une autre mémoire du judaïsme. Et puis, dans la volonté d'adhérer à une association où il y avait le J, parce que nous sommes tous farouchement laïcs, et moi, en ce qui me concerne, totalement athée, il y avait l'idée aussi qu'en parlant de l'intérieur du judaïsme, il y avait une efficacité certaine. En gros, les propos que je vais tenir en ce moment, moi je ne risque que l'accusation légère d'être un juif traître ou ayant la haine de soi, et vous, quand vous les proférez, vous savez que vous êtes à peu près instantanément traité d'antisémite. Et nous avons compris que cette guerre étant une guerre qui n'est ni raciale, ni religieuse, ni communautaire, le fait qu'il y ait une composante juive dans le mouvement de soutien à la Palestine était extrêmement important. Et également, dans ce soutien, il y a l'idée qu'il existe en Israël une petite minorité que nous appelons les Israéliens anticolonialistes, des noms célèbres que vous avez sûrement entendus, Michel Warshawski, Ilan Pappé, Nourit Peled, Amiras, Gideon Levy, des cinéastes comme Eyal Sivan ou Avi Mokrabi. Et même s'ils sont des groupes comme les anarchistes contre le mur, B'Tselem, l'AIC, les femmes en noir, et même si ce courant de l'opinion israélienne est très minoritaire, il est extrêmement important. Nous les comparons volontiers un petit peu aux porteurs de valises français pendant la guerre d'Algérie. Et si une paix fondée sur l'égalité des droits et la justice sera, et on l'espère, un jour possible, ce sera en grande partie grâce à eux. Et aussi, une des raisons d'être de l'UJFP, c'est que vous savez que le crime qui est commis depuis maintenant plus de 60 ans contre le peuple palestinien se commet avec une espèce de parapluie qui s'appelle l'antisémitisme. Or, nous sommes assez nombreux issus de cette histoire-là. Personnellement, mes parents sont arrivés en France en 1938 en venant d'Europe de l'Est, et ont été des résistants communistes. Pour ma mère, elle est la seule survivante de sa famille. Pour mon père, il était dans le groupe Manoukian, il a été déporté à Buchenwald. Et donc, quelque part, pour nous, c'est une espèce de double insulte, l'idée qu'on fasse payer au peuple palestinien un crime qui est totalement un crime européen et un crime occidental. Et c'est une espèce de double crime, quoi, l'idée de se venger sur quelqu'un d'autre qui n'a pas la moindre responsabilité là-dedans. Enfin, pour terminer la présentation un petit peu personnelle, il se trouve que l'Union Juive Française pour la Paix et moi-même, nous avons fait une mission en Palestine très récente, qui date de
d'octobre-novembre, c'était la 166e mission civile, et qui avait la particularité d'être une mission judéo-arabe. Un tiers de la mission, c'était l'Union juive française pour la paix, et les 2 tiers, c'était trois associations arabes, l'Association des travailleurs maghrébins de France, la TMF, la FTCR, la Fédération tunisienne citoyenne des 2 rives, qui vient de fêter une grande victoire, et IDD, c'est Immigration, Développement, Démocratie. Et donc nous sommes partis avec les mêmes idées et ensemble, à la fois pour témoigner et à la fois pour avoir de grandes rencontres politiques. Donc, y compris dans ce que je raconterai, il y a des choses qui sont très récentes et qui sont issues de mon voyage très récent en Palestine. Alors en fait, je vais intervenir essentiellement aujourd'hui sur des questions historiques. Je fais partie à l'intérieur de l'UJFP du courant qui est très radicalement antisioniste. C'est-à-dire que je vis, je ne suis pas seul, le sionisme comme étant une espèce de perversion complète de l'histoire juive. Je répéterai souvent que ce qui est en train de se faire au Proche-Orient est totalement criminel pour le peuple palestinien, mais est également totalement suicidaire pour les Israéliens et met en danger les Juifs du monde entier. Et c'est un petit peu sur ce terrain-là que je voudrais intervenir. Alors la première question que je vais poser, c'est pourquoi il n'y a pas la paix aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans une logique de guerre sans fin? Et pour ça, il faut essayer de comprendre comment on a façonné en Israël la mentalité aujourd'hui qui est majoritaire et quelle est l'idée que les Israéliens ont des Palestiniens. Ben, la première idée que les Israéliens ont des Palestiniens, c'est qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu toute l'histoire de la colonisation sioniste en Israël, cette colonisation s'est faite dans un sens, j'emploie un mot qui est volontairement choquant pour des Juifs, et qui est dans un négationnisme de l'histoire de la Palestine, de l'existence de la Palestine. La première fois que les Israéliens vont prononcer le nom de Palestine, ce sera pour les accords d'Oslo. Jusque-là, c'était les Arabes, c'est-à-dire qu'il y avait une négation de l'essence même de l'histoire, de la dignité, de la civilisation palestinienne. On peut voir en Israël des musées, qui sont des musées célébrant la colonisation, dans lesquels on voit des grandes photos des premiers colons qui sont arrivés. Autour, il y a des tas de fellahs, il y a des tas de Palestiniens qui sont sur la photo, mais qui ne sont pas sur la légende, parce que pour les Israéliens, ils n'existaient pas. Un des grands mensonges fondateurs, c'est la fameuse idée une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est un peu injuste, parce que celui qui a prononcé ça, c'est Israël Zangwill, qui était un écrivain juif britannique, qui n'était pas foncièrement colonialiste, qui disait qu'en tout cas, s'il fallait une solution territoriale, ça devait être une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Mais on a décidé au congrès de Bâle que ce serait la Palestine. Je reviendrai un petit peu sur les raisons pour lesquelles on a décidé que ce serait la Palestine. Or, en Palestine, il y avait un peuple, et dès le début, les Israéliens ont complètement oublié qu'il y avait un peuple. En Israël, il y a toute une série de mensonges fondateurs qui existent. Il est significatif que quand il y a eu les toutes premières discussions internationales qui ont abouti bien plus tard aux accords d'Oslo, c'était la conférence de Madrid, le premier discours que le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir, avait prononcé, c'était « Les Juifs sont ici depuis 4000 ans et n'en repartiront pas ». Ce qui est un mensonge évident. Les Juifs n'ont pas été là pendant au moins 2000 ans. Mais il y a cette idée absolument forcenée qui existe en Israël que c'est notre terre, nous avons été en exil et nous effectuons notre tour. Et j'insisterai un petit peu sur cette question-là. Je reprendrai un petit peu la théorie qui pour moi est parfaitement juste de Shlomo Sand, si vous avez lu son livre, Comment le peuple juif fut inventé. Mais il n'y a eu ni exil ni retour, et c'est véritablement un phénomène de conquête qui a eu lieu à partir du début du XXe siècle. Les premiers dirigeants sionistes, quand ils sont arrivés, vis-à-vis des Palestiniens, là je vais citer Ben Gurion et Ben Si, ils pensaient que les fellahs, comme ils les appelaient, étaient probablement des descendants des Hébreux. Je pense qu'ils ne se trompaient pas sur ce plan-là. Les Palestiniens sont effectivement des descendants des Hébreux, et ils pensaient qu'ils pourraient les assimiler au projet sioniste. Là, évidemment, ils se trompaient, parce qu'il y a eu, dès le départ, dès les années 1900, un phénomène de conquête qui a été l'installation d'un véritable appareil d'État. Alors, je vous signale que
les principaux instruments de cette conquête ont été l'agence juive, ont été le KKL, le Fonds National Juif, qui est en train d'ailleurs un peu partout en France, et notamment chez moi à Marseille, de faire des collectes de fonds, et la Histadrout, qui était le principal syndicat. Et tous ces instruments ont établi, bien avant 1948, bien avant la création de l'État d'Israël, la réalité de ce qui allait devenir un nouvel État. Mais dans ce nouvel État, la terre était pour les Juifs, le syndicat était pour les Juifs, les constructions étaient pour les Juifs, l'immigration était pour les Juifs, c'est-à-dire que la notion même d'un État d'apartheid et d'un État séparé existait déjà bien avant 1948. Les Palestiniens, bien sûr, se sont révoltés. La première grande révolte, c'est 1929, donc vous voyez, le début de cette guerre est extrêmement ancien. C'est Hébron, 1929. La très grande révolte, c'est 1936. C'est le colonisateur britannique qui a fait une répression absolument terrible contre les Palestiniens. Il y a eu 12 000 morts, la plupart des élites palestiniennes qui ont été déportées. Mais dès le départ, les sionistes ont établi un concept qui est aujourd'hui le concept hégémonique dans l'Israël d'aujourd'hui. Ce concept, c'est de la novlangue, c'est le transfert. Le transfert, ça veut dire en gros, les Arabes, ils ont de la place dans le désert, ailleurs, et donc c'est le transfert au-delà du Jourdain. Et quelque part, la guerre de 48 n'a pas réalisé complètement le transfert. Elle va expulser 800 000 Palestiniens de leur propre pays, mais le plus grand regret des dirigeants sionistes, et ils le disent aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Ariel Sharon, quand il a gagné les élections de 2001, le principal slogan sur lequel il a été élu, c'est « Nous allons achever la guerre de 48 ». C'est-à-dire, nous allons achever l'expulsion de ceux qui ne l'ont pas été. Autrement dit, il faut bien avoir dans l'idée qu'on se trouve dans une situation aujourd'hui où entre Méditerranée et Jourdain, il y a 11 millions d'habitants, il y a 5,5 millions de Juifs israéliens, il y a 5,5 millions de Palestiniens. Quand on ajoute toutes les entités palestiniennes qui existent, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem, les Palestiniens de 48, ceux qui vivent dans des camps, mais que dans la majorité de l'opinion israélienne, l'issue de cette guerre, c'est de transformer les Palestiniens en ce que sont devenus les Amérindiens des États-Unis ou les aborigènes d'Australie. C'est-à-dire une population tellement marginalisée qu'elle ne sera plus en situation de revendiquer ses droits. Donc je crois que si on n'a pas dans la tête l'idée que pour les Israéliens, il y a un postulat absolu, nous sommes légitimes dans ce pays, c'est notre pays, nous avons fait notre retour. Les Palestiniens sont des intrus. Et à terme, il faudra bien que les Palestiniens deviennent l'équivalent des Amérindiens. Si on n'a pas dans la tête que c'est ça qu'on a enseigné à cette population, et c'est ça auquel ils croient majoritairement, on ne comprend pas pourquoi, après Oslo, il y a eu la relance de la colonisation, il y a eu tout ça. Donc j'ai bien voulu un petit peu, dans le début de cette intervention, vous expliquer ça. Il faut savoir que les Israéliens, quand ils présentent l'histoire, présentent très souvent leurs avancées comme étant des accidents historiques. Or, il se trouve que, on sait maintenant, parce que les archives ont été ouvertes, qu'en 1948, comme les Palestiniens l'avaient toujours dit, la Nakba, la catastrophe, l'expulsion de 800 000 Palestiniens, c'était totalement prémédité. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, la lecture du livre d'Ilan Pappé, qui explique bien le plan d'Alet, qui était un plan d'expulsion des Palestiniens. 85% de la population palestinienne de la zone qui sera conquise par Israël a été expulsée à cette époque. Il faut savoir qu'en 1967, Israël n'était pas plus encerclé que ça, que les plans de conquête étaient prêts depuis longtemps, et surtout que bien avant la conquête de Jérusalem, de la Cisjordanie, du Golan et de Gaza, le plan de colonisation était prêt. Ce n'est pas un plan accidentel, et j'expliquerai un petit peu dans quelles conditions s'est réalisée cette colonisation. Dans une deuxième partie, je vais un petit peu expliquer, d'un point de vue juif, comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que le sionisme, je le vis, les antisionistes le vivent comme une espèce de gigantesque manipulation de l'histoire et de la mémoire juive. Je commencerai peut-être par une anecdote. En 1948, juste, on est en pleine guerre que les Israéliens appellent d'indépendance, que les Palestiniens appellent la catastrophe. Menachem Begin fait une visite aux États-Unis. C'est un mois après le massacre de Deir Yassin
qui est un des plus grands massacres de la guerre de 48, et les plus grands intellectuels juifs américains, avec en tête Albert Einstein et Hannah Arendt, écrivent au président Truman en disant Begin arrive, c'est un terroriste, arrêtez-le ou expulsez-le. Donc il est clair que nous nous sentons, nous comme juifs, totalement en lien avec Einstein ou Arendt à l'époque, et qu'aujourd'hui, par une espèce d'inversion complète de l'histoire, ce sont les théories de véritables terroristes comme Menachem Begin qui paraissent hégémoniques dans le judaïsme. Pour dire un petit peu dans quel état se trouve aujourd'hui et la société israélienne et ceux qui la soutiennent inconditionnellement en France. Je vais citer quand même des choses qui en disent long. Stéphane Hessel, que vous connaissez bien, ancien résistant, juif, déporté à Buchenwald, est aujourd'hui accusé d'antisémitisme. Edgar Morin, de son vrai nom, Edgar Naoum, résistant, chef d'un réseau, et également parce qu'il est très critique vis-à-vis d'Israël, est accusé par des officines d'extrême droite d'être antisémite. En même temps, ça date d'il y a moins d'un mois, 35 parlementaires représentant tous les groupes de l'extrême droite au Parlement européen, avec en tête Geert Wilders des Pays-Bas et Strache, qui est un néo-nazi autrichien, font une visite officielle en Israël et sont reçus à la Knesset par leur homologue Avigdor Lieberman. En même temps, la colonisation en Cisjordanie est financée, notamment Maale Adumim, qui est une des plus grandes colonies qui coupe la Cisjordanie en deux, par d'authentiques antisémites américains qui sont les chrétiens sionistes et qui, dans leur théorie religieuse, chargent les juifs d'expulser le mal de la Terre Sainte. Le mal à Armageddon, c'est évidemment, ce sont les Arabes. En même temps, sur des tas de sites sionistes, on accuse Charles Anderlin, journaliste franco-israélien, d'avoir trafiqué sa caméra, et on dit que la mort du petit Mohamed dans les bras de son père devant la colonie de Netzarim au moment de la première invasion de Gaza, c'est un montage. En même temps, et ça date il y a quelques jours, je suis interviewé à Marseille par une journaliste de France Info, mais qui a vécu en Israël, et qui me dit, mais vous savez bien que à bord du Mavi Marmara, la flottille qui a été attaquée par les Israéliens, ce sont les Turcs qui ont attaqué les soldats israéliens. En même temps, ça date il y a 3 ou 4 jours, une jeune femme palestinienne est la 30e victime de la résistance non violente qui a lieu aujourd'hui pour lutter contre le mur, à Bilin. Elle est tuée, et il y a sur tous les sites aujourd'hui, que vous pouvez aller voir sur les sites sionistes, mais c'est évidemment un montage, il n'y a jamais eu de mort, et puis vous savez bien qu'on ne peut pas mourir d'une grenade. Donc il y a cette espèce d'idée de négationniste complète vis-à-vis de la souffrance de l'autre, vis-à-vis de l'existence de l'autre aujourd'hui, qui est majoritaire aujourd'hui dans l'opinion en Israël et dans l'opinion d'un certain nombre, majoritaire hélas, de juifs de France. Alors pourquoi on en est arrivé là? Je dirais que le sionisme, historiquement, c'est une réponse à l'antisémitisme, c'est une réponse fausse. Il faut comprendre que vers 1880, 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui s'appelle l'Empire russe, et qu'il y a un peu plus de 6 millions de juifs, ça fait 10% de la population de cette zone-là, de la zone de résidence entre Baltique et mer Noire. Dans cette espèce de Yiddishland, la grande majorité des juifs se laïcisent, se prolétarisent, perdent la religion bien souvent, et une grande majorité de l'opinion adhère à des idées révolutionnaires, et c'est pas tout à fait par hasard que les juifs formeront une partie importante du personnel politique de tous les mouvements révolutionnaires en Europe orientale. Et pourtant, à ce moment-là, apparaît de façon complètement minoritaire, face au pogrom et à l'antisémitisme, une théorie politique, le sionisme, qui a été développée par des juifs occidentaux. Enfin, Theodor Herzl était hongrois, mais c'est surtout en Allemagne ou en France que les théoriciens sionistes se sont développés, et les grandes masses étaient à l'Est. Et cette théorie, dès le départ, c'est une théorie de la séparation. Donc on ne comprend pas ce qui peut se passer aujourd'hui en Israël si on ne comprend pas que l'idéologie qui est à l'œuvre, c'est une théorie de la séparation. C'est la théorie que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est la théorie que, face à l'antisémitisme, c'est pas la peine de les combattre.
Les sionistes ne joueront aucun rôle dans la lutte contre l'antisémitisme, ou dans les milices juives qui vont se créer pour résister au pogrom, ou dans l'engagement révolutionnaire. Ils ne joueront un rôle que très très mineur, 40 ans plus tard, dans la résistance au nazisme, parce que dès le début, le seul et unique but qui est dit, c'est on se sépare, il n'y a qu'une seule solution pour les juifs, c'est de vivre entre eux, de partir et d'avoir leur État. Donc si on n'a pas cette idée que, par exemple, nous on peut avoir une idée citoyenne, il y a des juifs et des palestiniens en Israël qui vivent ensemble sur un pied d'égalité, cette idée-là elle est contraire à la théorie qui a créé l'État d'Israël. Dans cette théorie-là, on se sépare, donc les Palestiniens sont des intrus puisque maintenant c'est notre État et ils sont des étrangers dans notre État. Il faut comprendre que le sionisme a détruit très volontairement la plupart des identités juives qui existaient dans les différentes régions de la diaspora. Les langues minoritaires, le ladino qui était parlé par les séfarades, le judéo-arabe qui était parlé par les juifs du Maghreb, le yiddish qui était parlé en Europe orientale, ces identités-là ont disparu, les langues, les traditions et tout, parce qu'il y a derrière cette théorie-là l'idée de fonder un homme nouveau. Donc il faut comprendre que les valeurs qui sont à l'œuvre en Israël, le militarisme, l'esprit pionnier, le racisme et tout. Je vais peut-être parler sans micro, vous m'entendez? Non, alors avec le micro, on va continuer. Donc il faut comprendre que ces valeurs-là sont complètement contraires aux valeurs qui avaient émergé dans le monde juif à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est une espèce de rupture complète. Quand je parle de réécriture de l'histoire, le sionisme est peut-être un des rares projets qui aura réussi à créer un homme nouveau. Dans la manipulation de l'histoire, je vais remonter loin. Je vous conseille un livre, si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle La Bible dévoilée, qui est écrit par les deux plus grands archéologues israéliens, Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman. Ce livre ne fait, sauf sur quelques détails, et il n'est absolument pas discuté aujourd'hui dans les milieux historiques et archéologiques. En gros, il dit quoi? Il dit l'arrivée des Juifs de Mésopotamie, c'est totalement faux, il n'y a pas le moindre indice des Hébreux de Mésopotamie, il n'y a pas le moindre indice de ça. Il n'empêche, aujourd'hui à Hébron, il y a des colons qui prétendent vivre dans la ville d'Abraham, il y a un fou extrémiste qui s'appelait Baruch Goldstein et qui a tué 29 Palestiniens dans le caveau des patriarches, parce que, selon son idée, il est évident qu'Abraham n'appartient qu'aux Juifs et n'appartient pas aux Arabes. Dans le livre La Bible dévoilée, on dit qu'il n'y a eu ni entrée ni sortie d'Égypte, que tout ça c'est de la légende. On dit en même temps que la conquête sanglante de Canaan, qui est un des morceaux de la Bible, n'a absolument pas existé, que les Hébreux étaient un peuple autochtone. Vous avez aujourd'hui, quand vous voyagez en Cisjordanie, vous pouvez traverser complètement le pays sans voir qu'il y a la Palestine. Vous voyez sur les panneaux indicateurs des dizaines de noms de colonies ou de doux noms bibliques, Ephrat, Shiloh, Élie, Kiryat Arba, etc. Donc tous, ils sont censés avoir ressuscité la conquête sanglante de Canaan par Josué, sauf qu'il n'y a eu ni conquête, ni Josué, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'on est dans le délire et dans le colonialisme au nom d'un mythe le plus absolu. Dans la Bible dévoilée, il est dit, et ça irrite énormément les autorités israéliennes, qu'à l'époque présumée du royaume unifié de David et Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer avec quelques centaines d'habitants. Alors non seulement on fait des fouilles un peu partout dans Jérusalem, y compris sous l'esplanade des mosquées, mais aujourd'hui à Silouane, qui est un quartier de Jérusalem-Est, il y a un véritable plan de dépossession des Palestiniens de leur propre quartier. À Silouane, il y a déjà 90 maisons qui ont été détruites, 1600 personnes qui ont été expulsées. Pourquoi? Pour créer le parc du roi David, pour faire visiter la maison du roi David, lequel roi David, si jamais il a existé, devait être un berger. Voilà. Donc on est dans l'espèce de mythification la plus complète qui sert de prétexte à un projet colonial. J'ajouterais, je franchis un millénaire allègrement, Shlomo Sand a écrit un livre que je conseille donc à tout le monde, Comment le peuple juif fut inventé. Shlomo Sand est un historien israélien qui était élève de Vidal Naquet. Et en gros, là, même s'il y a des points historiques qui sont discutables dans le livre de Shlomo Sand, l'essentiel n'est pas discuté. Et la théorie centrale de Shlomo Sand, c'est il n'y a eu ni exil ni retour. C'est-à-dire,
on est au cœur du mythe sioniste. Dans le mythe sioniste, les Juifs ont vécu un paradis, le royaume unifié, ils ont été chassés, et grâce aux sionistes, ils font le retour dans la mère patrie, et tout le reste, la diaspora, ça n'existe pas, c'est une parenthèse malheureuse, et les Palestiniens, ça n'existe pas. Et Shlomo Sand explique en gros que quand a lieu la deuxième destruction du temple par Titus, puis la révolte de Bar Korba et tout, on est au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est la religion juive qui s'est dispersée dans tout le monde méditerranéen et en Orient, mais elle était déjà dispersée bien avant, il y avait depuis longtemps des Juifs à Alexandrie, à Rome et tout, c'est pas le peuple, autrement dit, ça signifie que l'écrasante majorité des Juifs sont des descendants de convertis, vous voyez, j'ai pas spécialement le type moyen-oriental, et que l'écrasante majorité des Palestiniens sont descendants de la population autochtone, donc en bonne partie des Hébreux. Et que donc il n'y a absolument pas eu de retour, et que l'arrivée des sionistes à partir de la fin du 19e siècle en Palestine n'est pas du tout un phénomène de retour dans la mère patrie, c'est un phénomène de conquête et de conquête coloniale. Toujours dans la réécriture de l'histoire, les sionistes aujourd'hui sont inscrits dans le partage du monde d'après la chute du mur de Berlin, dans lequel le président Bush avait dit que le mal absolu c'était l'islam et l'islamisme, et il avait véritablement caractérisé cette population comme étant celle qu'il fallait haïr. Aujourd'hui en Israël, c'est une idéologie qui est totalement partagée, et chaque fois qu'il y a des élections, c'est à qui préparera le projet le plus affiné d'attaque contre le Liban, contre l'Iran, etc. Et donc il a fallu essayer de réécrire dans l'histoire le fait que les Juifs avaient été éternellement les victimes des Arabes et des musulmans. Ça aussi, c'est une légende complète. Les Juifs ont vécu pendant 15 siècles avant le sionisme dans le monde musulman, avec une situation et un statut qui étaient codifiés, qui sont toujours codifiés. C'est le statut dhimmi qui existe toujours en Iran. En Iran, les religions du livre ont, de par la loi, des députés. Donc il y a un député juif, 2 députés chrétiens, un député zoroastrien, mais dans le monde musulman, c'était pas la citoyenneté, c'est certain, mais il y avait la citoyenneté nulle part. Mais enfin, pendant des siècles, les Juifs qui vivaient en Égypte, ceux qui ont été accueillis par l'Empire ottoman quand ils ont été chassés d'Espagne et tout, ont vécu dignement, ont vécu avec leurs propres coutumes, ont vécu sans heurts et tout. Il n'y a pas la moindre ressemblance entre ce que les Juifs ont vécu dans le monde musulman et ce qu'ils ont vécu en Europe. Parce que je parlerai un petit peu un peu plus tard de l'antisémitisme, des différentes phases de l'antisémitisme, et ne fait pas de doute que l'antisémitisme, sa création est un phénomène chrétien, et la responsabilité du christianisme est absolument écrasante. Donc toute l'espèce de réécriture de l'histoire qui viserait à dire qu'il y aurait une opposition millénaire entre judaïsme et islam, elle est complètement inventée. Et dans toutes les preuves, je veux dire, il y a cette époque un petit peu mythifiée de l'Andalousie où les 3 religions cohabitaient, mais il y a cet épisode beaucoup plus connu des Juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition et qui se réfugieront dans l'Empire ottoman et qui, entre parenthèses, n'iront pas en Palestine, alors qu'ils pouvaient. Ils iront à Smyrne, ils iront à Salonique, ils iront à Istanbul ou à Sarajevo. Donc l'espèce d'idée sioniste que les Juifs ont toujours rêvé de rentrer en Palestine, ça encore, c'est une manipulation de l'histoire. Dans la manipulation de la mémoire, il y a cette idée donc que les Juifs auraient toujours voulu rentrer, qu'ils avaient toujours un œil tourné vers une option territoriale. Il n'y a pas la moindre trace de ça. Il commence à y avoir quelques voyages de Juifs religieux vers la Palestine, marocains ou polonais vers le XVIIe, XVIIIe siècle, c'est quelque chose de très tardif, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire. Il n'y a jamais eu la moindre idée de volonté de créer un État juif avant le sionisme, et même dans l'Empire tsariste, il y avait un parti révolutionnaire juif, dont on a un peu oublié l'histoire, qui était le Bund. Le Bund faisait partie de l'Internationale, c'était des révolutionnaires, ils ont organisé la résistance au pogrom, et le Bund était, son option politique, c'était l'autonomie culturelle des Juifs sur place, sans territoire. Les bundistes étaient très farouchement antisionistes,
Et le dernier grand bundiste qui est mort, c'était il y a 2 ans, c'était Marek Edelman, le commandant en second de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et donc, y compris cette histoire-là du judaïsme, le Bund était écrasamment majoritaire parmi les juifs en Pologne et en Biélorussie dans les années 1900, elle a été complètement occultée. Par contre, ce qui est très fortement cultivé en Israël et dans les colonies juives, c'est le complexe de Masada. Qu'est-ce que c'est que Masada? C'est une citadelle au-dessus de la mer Morte, où les derniers révoltés, qui étaient des zélotes, donc c'est au moment de la destruction du temple Partitus, ont préféré se suicider plutôt qu'être capturés. Et il y a une espèce d'éducation en Israël sur le mode Masada, on recommence, c'est-à-dire il vaut mieux la mort que le compromis, ou il vaut mieux la mort que l'égalité avec les Palestiniens. Et si vous allez voir le film anticolonialiste Pour un seul de mes 2 yeux de David Mograbi, on voit ces enfants israéliens qui sont sur le site de Masada et qui crient « Romain, tu ne mourras pas vivant » et tout. Et dans le complexe de Masada, il y a aussi une idée qu'il faut bien comprendre. On enseigne aux Juifs et aux Israéliens l'idée que les victimes ont été, sont et seront toujours des Juifs. C'est-à-dire qu'on leur enseigne, moi j'ai grandi là-dedans, on leur enseigne l'idée que la seule souffrance, quand ça vaille le coup de parler, c'est la souffrance des Juifs face au génocide et tout, et que les autres, leur souffrance, leur dignité et tout, n'existent pas. Et ça fait aussi partie du complexe de Masada. Alors j'ai maintenant parlé de l'impunité de l'État d'Israël, parce qu'on est un petit peu sur la clé de ce conflit qui continue. Les Israéliens disent que leur État est totalement légitime, en gros sur l'idée que le sionisme est un mouvement de libération nationale, et sur l'idée qu'il y a eu génocide et donc qu'il fallait un État juif. Alors je pense que ces concepts-là sont des choses qu'il faut un petit peu revisiter. Le sionisme est-il un mouvement de libération nationale? Le mouvement de libération nationale, a priori, c'est un peuple persécuté et qui définit ses droits et qui demande, en gros, l'indépendance ou l'exercice d'une souveraineté. D'abord, il faut comprendre que le sionisme naît à la fin du XIXe siècle, à un moment où il y a une explosion générale des nationalismes européens. C'est la chute des grands empires multinationaux, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois. Et en gros, il y a cette espèce d'équation très simple qui naît, un peuple égale un État. Si on regarde un petit peu cette théorie-là, elle est quand même responsable d'un nombre considérable de guerres, les guerres des Balkans, la guerre de 14 et tout ce qu'on veut. Elle a même recontinué 60 ans après avec les guerres de Yougoslavie, 80 ans après avec les guerres de Yougoslavie. Et puis même, j'ai envie de dire que ce concept nationaliste qui prônait quelque part des États ethniquement purs n'est pas du tout étranger à la montée du nazisme. Donc quelque part, le sionisme a puisé dans ce même terreau idéologique. Mais c'est un nationalisme très très particulier, parce que c'est un nationalisme qui a dû inventer le peuple et le territoire. Il n'y avait pas de peuple juif. Je partage un petit peu les théories de Shlomo Sand là-dessus. Il y avait des communautés juives ayant une communauté de destin liée à la religion. La principale communauté chez laquelle est né le sionisme, c'est la communauté yiddish, c'est le peuple yiddish qu'il y avait entre Baltique et Mer Noire. Mais qu'est-ce qu'il avait de commun avec les juifs du Maghreb, avec les falachas ou avec les juifs yéménites? Donc il a fallu créer une espèce de concept très artificiel de peuple, de concept très artificiel de langue, parce que évidemment le hébreu s'est créé sur la chute des autres langues, et un concept de territoire, puisque ce territoire-là n'existait pas. Et en plus, c'est ce nationalisme qui s'est transformé en colonialisme, est un colonialisme très particulier, parce que la plupart des colonialistes exploitent le peuple indigène, et que le sionisme a eu dès le début comme projet non pas de l'exploiter, mais de l'expulser. Il faut un petit peu comprendre les rapports du sionisme avec l'Occident, parce que ce sont des rapports qui sont liés à l'antisémitisme. Juste avant sa mort, Théodore Herzl, un des grands fondateurs du sionisme, rencontre un des pires ministres antisémites du tsar, Plévé, qui était l'organisateur notamment du pogrom de Kishinev, que ma grand-mère a vécu. Et Plévé et Herzl lui dit « Vous et moi, nous avons les mêmes intérêts, qu'un maximum de juifs quittent la Russie. » C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le sionisme, dès le début, ne s'inscrit pas contre l'antisémitisme. Il s'inscrit en utilisant l'antisémitisme pour un projet politique qui est de partir et de créer un État.
Si on prend la déclaration Balfour, Balfour, ministre britannique, 1917, à un moment où l'Angleterre est en train de conquérir toutes les possessions ottomanes au Proche-Orient, Balfour, exactement comme l'écrasante majorité des politiciens de son époque, général de Gaulle compris largement, est profondément antisémite. Et en même temps, Balfour dit, ben voilà, la Palestine va être un foyer national juif. Donc il faut comprendre quelque chose là. Si on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à comprendre les rapports entre l'antisémitisme et l'État israélien. Les Juifs en Europe étaient des parias. Les Juifs en Europe étaient considérés comme des Asiatiques inassimilables. Les Juifs partant au Proche-Orient deviennent des Européens et deviennent des colonisateurs. Il y a un basculement qui s'est fait. Si on ne comprend pas ce basculement, on ne comprend pas aujourd'hui le rôle que va jouer l'État d'Israël. C'est-à-dire que, peut-être de la même façon que les Français ont colonisé la Nouvelle-Calédonie avec des communards, avec des parias qui sont devenus des colonisateurs, les Européens ont colonisé le Proche-Orient en y envoyant leurs propres parias là-bas. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui naît dès le début de la déclaration Balfour. Dans la propagande sioniste, on cite toujours la question du génocide qui est devenu quelque chose d'assez fondamental. Je vous dis, et souvent, si vous allez tenir les propos que je tiens, vous allez instantanément être traité de génocidaire, d'antisémite et tout. Même si c'est douloureux, il faut aller revoir les rapports du sionisme et du nazisme, même si c'est douloureux. Alors je sais que quand je dis ça, souvent, je me fais accuser, donc je vais citer quand même quelques choses qui sont totalement discutables. 1933, arrivé au pouvoir d'Hitler, les Juifs américains déclarent l'embargo sur l'Allemagne nazie. Pratiquement immédiatement, depuis ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire les colonies juives qui sont en Palestine, Ben Gurion dit non, ce boycott est contre-productif, il est contre nos intérêts, nous avons tout à fait intérêt et à faire du commerce avec l'Allemagne nazie et à obtenir des nazis qui permettent aux Juifs allemands de venir en Palestine. Et il brise le boycott de l'Allemagne nazie, c'est 1933, c'est pas la droite qui fait ça, c'est Ben Gurion. Alors, après avoir cité la gauche, je vais citer la droite. Yitzhak Shamir, futur Premier ministre d'Israël pendant 7 ans, dirige à l'époque un courant révisionniste qui s'appelle le groupe Stern, qui est un héritier de Jabotinsky. Jabotinsky qui est l'inventeur du concept du transfert. Le groupe Stern à l'époque multiplie les attentats aveugles contre les Palestiniens, mais très rapidement va s'en prendre aux Britanniques qui sont accusés de ne pas laisser suffisamment de Juifs venir en Palestine. Le groupe Stern va assassiner, donc Yitzhak Shamir, futur Premier ministre, va assassiner des soldats britanniques jusqu'au début 1943. Il y avait déjà des millions de morts en Europe. Donc je veux dire que quand on envoie cette idée que Israël était un havre de paix et était la solution pour les Juifs par rapport à la question fondamentale du génocide, il faut interroger sur ce qu'ont fait les sionistes. Alors ça, ils l'ont fait avant la guerre. Pendant la guerre, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y avait une espèce, y compris parmi les Juifs qui étaient déjà en Palestine, c'était 5% des Juifs du monde entier, donc pas grand-chose. Il y avait une espèce d'incompréhension complète par rapport à ce qui se passait en Europe. Après 1945, leur intérêt principal, ça a été attirer le maximum de Juifs. C'est-à-dire qu'ils ont considéré l'affaire du génocide comme étant quelque chose qui allait permettre, ils ne se sont pas trompés là-dessus, permettre la création de l'État qui jusqu'à présent n'était pas possible. Là aussi, il faut s'interroger sur l'attitude des Européens. Souvent, quand on voit Michel Alliot-Marie ou quand on voit Sarkozy et tout parler d'Israël, on peut avoir l'impression fausse que c'est la culpabilité occidentale vis-à-vis du génocide et vis-à-vis de l'antisémitisme. Écoutez, quand on se sent coupable, on ne se comporte pas comme ça. Je considère que l'antisémitisme européen est une chose absolument affreuse sur laquelle la culpabilité de l'Europe est totale. Mais quand on se sent coupable, on dit, bah, écoutez, vous avez été des parias en Europe, maintenant vous avez l'égalité des droits et la discrimination, c'est fini. Mais en 1945, ce qu'on leur dit, c'est pas ça. On leur dit, maintenant vous avez un État, vous partez quand vous voulez. C'est-à-dire que l'Europe s'est dégagée de sa responsabilité majeure dans un des pires crimes de l'histoire, la destruction de la moitié des Juifs européens, sur le dos du peuple palestinien qui n'avait pas de responsabilité là-dedans. Il faut savoir qu'en 1945, il y a des centaines de milliers de rescapés des camps et du Yiddishland qui errent dans des camps, leur pays, la Pologne, la Roumanie, c'est plus possible d'y retourner. Donc ils demandent des visas à l'Ouest, en France, aux États-Unis, où on veut. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Mais il n'en est pas question. Vous avez un pays et vous foutez le camp.
Là, c'est Daniel Mermet qui racontait ça dans une de ses émissions. 1951, il reste un camp de juifs rescapés du génocide en Bavière. Ils se révoltent, ça fait 6 ans qu'ils attendent quand même. La police allemande charge, vous imaginez 1951, des flics allemands chargeant des rescapés des camps, et ils sont tous expulsés en Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de consensus, voilà, le problème il est fini, vous avez votre pays. Ce consensus d'ailleurs ne frappait pas que l'Europe ou que l'Occident, il frappait aussi l'URSS et les pays staliniens, puisque il ne faut pas oublier que le premier pays qui a reconnu Israël, c'était l'URSS, et que pendant la guerre de 1948, la Haganah a reçu des armes, notamment des armes tchèques, qui ont été relativement déterminantes pendant la guerre. Les sionistes ont souvent dit, mais les Palestiniens sont responsables aussi du génocide, et ils ont avancé et ça c'est dans tous les livres de propagande sioniste, l'histoire du moufti Amin al-Husseini, qui est de la famille de Leila Shahid ou de Faisal al-Husseini, en disant, il a été prononcé, ce qui est authentique, il y a un dirigeant palestinien qui a été une ordure totale, qui a été à Berlin et qui était... mais voilà, quand vous lisez, je vous conseille aussi le livre de Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, vous voyez que Amin al-Husseini était totalement isolé parmi les Palestiniens et que cette idée d'essayer de rattacher quelque part les Palestiniens au génocide nazi est quelque chose de complètement incongru et de quelque chose qui est faux. Toujours pour terminer un petit peu sur la question de l'antisémitisme, de l'exploitation de l'antisémitisme, parce que c'est ça qui fait l'impunité de l'État d'Israël, il faut savoir que les rescapés du génocide ont été très très mal accueillis en Israël, dès le début. Ils ont été mal accueillis, on leur a dit, en gros, les religieux leur ont dit, c'est parce que vous avez péché que vous êtes partis dans les fours crématoires, et les sionistes leur ont dit, vous y êtes allés, vous vous êtes laissés déporter sans vous battre, ce qui est tout à fait faux. Les parents étaient dans la MOI, qui était une résistance où les Juifs jouaient un grand rôle. Mais on leur a dit, regardez, au contraire, les Israéliens se battent pour défricher leur pays. Le résultat, c'est que les rescapés ont été très mal accueillis. Ils continuent à être très mal accueillis puisqu'il reste en Israël entre 200 et 250 000 survivants du génocide et la moitié vit sous le seuil de pauvreté, en particulier ceux qui sont venus de Russie, parce que dans un pays ultralibéral, c'est pas très intéressant de leur donner des retraites décentes. Donc, il y a ça d'un côté, et puis à partir des années 50, le jeune État d'Israël voit toute la possibilité d'utiliser pour se légitimiser la question du génocide et la question de l'antisémitisme. Il crée le musée de Yad Vashem, entre parenthèses, le musée de Yad Vashem est sur le territoire de Der Yassin, le village martyr de la guerre de 48. Vous voyez un petit peu la façon dont on manipule un peu les différentes mémoires. Il y aura le procès Eichmann et son exécution, donc c'est 59-60. Et à partir de cette période, disons, la question du génocide devient existentielle pour les Israéliens. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter de façon absolue comme étant ceux qui possèdent la propriété totale sur la question du génocide et de l'antisémitisme. C'est eux qui nomment les justes, ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Bon, moi, issu de la même histoire, je trouve que cette captation d'héritage est absolument indigne, que les sionistes n'ont strictement aucun droit à s'accaparer cette mémoire, que en plus 70 ou 75% de la population israélienne aujourd'hui n'a rien à voir familialement ou historiquement avec l'histoire du génocide, donc que c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. J'ai même envie de dire au contraire qu'il serait intéressant de regarder ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en Israël, la façon dont on nie l'existence de l'autre, dont on nie sa dignité, ses droits et tout, avec un certain nombre de processus qui ont conduit par exemple au fascisme. Dernière idée sur l'impunité d'Israël, il faut comprendre que souvent le mouvement de soutien à la Palestine se trompe sur un point, je dis il se trompe, en pensant qu'on pourrait convaincre les gouvernements occidentaux de prendre des sanctions contre Israël. Donc autant, et je l'expliquerai quand je parlerai du boycott, autant on peut convaincre les peuples de la terre entière qu'il faut absolument soutenir les Palestiniens, autant pour les gouvernements on se trompe. C'est-à-dire que l'État d'Israël, là je reprends des paroles d'Eyal Sivan, qui est un grand cinéaste israélien, anticolonialiste, l'État d'Israël tel qu'il existe, surarmé, dépensant 60% de son budget dans l'armée, dans les technologies de pointe et tout, étant une espèce de pion avancé de l'Occident au Proche-Orient,
c'est l'État rêvé pour les Occidentaux. Quand Sarkozy dit « je dois envoyer un sous-marin pour regarder si le Hamas ne reconstruit pas des tunnels », c'est pas qu'il se trompe ou qu'il est mal informé, c'est que ce que fait Israël, c'est le bras armé de ce qu'il veut faire, c'est le bras armé de la société telle qu'il la rêve. Et donc cet Israël-là, surarmé, colonialiste et tout, c'est l'Israël qui est rêvé aujourd'hui par les États-Unis ou par l'Occident. Il y a eu là-dessus de nombreuses personnes qui se sont trompées. Je n'en faisais pas partie, je l'ai écrit à l'époque sur l'élection d'Obama. Autant Obama a fait quelque chose, qui est le discours du Caire, où il dit l'ennemi n'est plus le musulman ou l'islam, ça a un sens. Autant quiconque regardait les relations entre les États-Unis et Israël depuis 1967, c'est que toute décision qui fait consensus dans l'establishment israélien sera imposée aux Américains parce qu'avant tout, perdre Israël, c'est perdre l'Égypte, j'espère qu'ils vont la perdre demain, l'Arabie Saoudite et le reste. C'est-à-dire que le rôle stratégique d'Israël vis-à-vis des États-Unis est tel que si jamais il y a confrontation ou désaccord, la puissance absolue, elle est du côté de la direction sioniste, elle n'est pas du côté des États-Unis, pour des raisons stratégiques et pour des raisons que cet Israël-là, c'est l'Israël qui est voulu par l'Occident. Je vais vous décrire maintenant un petit peu ce qui est à l'œuvre et ce qui a été... ce que la 166e mission a pu constater dans son voyage là-bas. Il y a en Israël et en Palestine aujourd'hui pas un génocide. Il ne faut pas comparer ce qui se passe à Gaza et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a un sociocide, je reprends une expression de Michel Warshawski, il y a la destruction systématique et organisée de tout ce qui est le lien social, l'unité territoriale et la société palestinienne. Et une des grandes victoires des Israéliens, c'est qu'ils ont fait éclater le monde palestinien en 5 entités qui sont assez diverses et dont ils s'efforcent de faire que ces 5 entités soient éclatées, ne soient plus reliées les unes aux autres. La première, il ne faut jamais l'oublier, ce sont les réfugiés. Le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. Nier ou vouloir limiter le droit de retour des réfugiés palestiniens, c'est nier le crime fondateur. C'est nier ce qui s'est passé, le nettoyage ethnique de 1948. Aujourd'hui, les réfugiés, d'abord, il faut savoir que la première violation du droit international de l'État d'Israël, c'est 1948-49, c'est la déclaration 194 de l'ONU, donc c'est décembre 48, où l'ONU dit, pour qu'il y ait l'armistice, que les réfugiés palestiniens pourront rentrer chez eux et récupérer leur maison. Et la première violation qui est immédiate et qui ne sera pas sanctionnée, c'est Israël qui dit non, ils ne pourront pas retourner, ils sont maintenant aujourd'hui 4,5 millions avec leurs descendants à avoir la carte de l'UNRWA, et même dans les semaines qui suivent, plusieurs centaines de villages palestiniens sont dynamités ou sont donnés aux nouveaux immigrants qui arrivent notamment du monde arabe. Il faut savoir là-dessus que dans cette guerre, la question de la mémoire est un enjeu fondamental. Une des associations anticolonialistes israéliennes qui est peu connue s'appelle Zorot, et elle ressuscite justement la mémoire de ces centaines de villages palestiniens qui ont été détruits, et elle emmène, quand elle le peut, les descendants de ces familles visiter ce qui a été leur maison et tout, justement pour que la mémoire ne s'éteigne pas. Donc la question des réfugiés, elle est centrale dans le monde palestinien. On sait maintenant un peu par Wikileaks que l'autorité palestinienne a songé en 2008 à abandonner le droit au retour des réfugiés. C'est impensable. C'est-à-dire que imaginer une paix qui saute la question fondamentale, qui est la réparation du crime fondateur, c'est pas une paix. Donc on sait très bien que ça ne peut pas avoir lieu. Deuxième entité palestinienne qu'on oublie très souvent, ceux qui s'appellent les Palestiniens de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Leur situation, plus de 60 ans après la création de l'État d'Israël, se dégrade d'une façon énorme. Et elle se dégrade pourquoi? Parce que Israël, dans la loi, est un État juif. Et donc, quand on n'est pas juif, ce qui est le cas de 20% des citoyens israéliens, on est un étranger dans son propre pays. Les Palestiniens d'Israël ont un nombre d'interdits incommensurables au travail, des métiers très importants, compagnie des eaux, d'électricité, transport, éducation, santé, tout ça leur sont interdits. Ils ont des discriminations énormes au logement, ils ont une discrimination fondamentale à la terre. Il faut se souvenir que 92% de la terre était palestinienne en 1948, et il y en a moins de 2,5% maintenant.
Et donc, par exemple, sans arrêt, ils sont dans des villes où ils n'ont pas le droit de construire quand la famille s'agrandit. Ils se trouvent avec des terres qu'on leur confisque. Il y a eu, bon, vous savez, quand on fait la journée de la terre, ce sont sur des émeutes de Palestiniens de 48 qui ont réclamé. Il y a aujourd'hui parmi eux une situation affreuse qui est celle des Bédouins du Negev. Les Bédouins du Negev sont 160 000. Quand Israël a conquis le Negev, ils les ont enfermés dans des HLM. Donc les Bédouins avec leurs chameaux sont sortis. Donc on dit, ben, vous sortez très bien, mais vous n'avez pas de terre. Donc par exemple, dans le département de Beersheba, les Bédouins font 28% de la population. Ils ont droit à moins de 1% de la terre. Il y a 45 000 Bédouins qui vivent dans des villages reconnus et 115 000 Bédouins du Negev qui vivent dans des villages non reconnus. Village non reconnu, ça veut dire sans eau, sans électricité, sans route, sans école, sans le droit de construire une maison, et dès qu'ils en construisent, on leur détruit. Le village de Al-Arakib, où avait lieu une partie du dernier forum social où nous étions à la Toussaint, a subi il y a quelques jours sa 9e destruction. On rencontre des Bédouins, donc citoyens israéliens, qui nous disent, ben voilà, moi je suis éleveur de dromadaires, je fais des congrès internationaux où je représente Israël, et on m'a détruit plusieurs fois ma maison, j'habite un bidonville en plein désert. C'est la situation actuelle des Palestiniens d'Israël. Il faut comprendre que ces Palestiniens votent pour 3 partis, ils ne votent plus du tout pour les partis sionistes, ils votent pour le Parti communiste, pour le Ta'al et pour le Balad. Nous avons rencontré les dirigeants du Balad, mais vous en avez entendu parler. Azmi Bishara, qui est leur fondateur, vit en exil pour ne pas être en prison. Adine Zohabi, qui est une femme qui est députée à la Knesset, était sur le Mavi Marmara, le bateau turc. Elle s'est fait agresser en pleine Knesset à son retour. Et aujourd'hui, énormément de militants palestiniens d'Israël sont en prison, à commencer par celui qui coordonnait toutes leurs ONG et qui était l'organisateur du forum social de Haïfa, Amir Mahoul, qui a été condamné à plusieurs années de prison pour espionnage, puisqu'évidemment, un Palestinien israélien est forcément un espion. Troisième entité palestinienne, celle à laquelle je n'ai pas pu aller, Gaza. Gaza, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est une région, donc vous le savez, 1 400 000 habitants, 4 000 km². Pendant 40 ans, il y avait des colons qui occupaient 40% de l'espace, 8 000 colons, avec une grande colonie qui s'appelait Netzarim au milieu. Et puis, les Palestiniens, d'abord ça a été un trait de génie de Sharon d'évacuer Gaza, parce que comme ça, il a réussi quelque part ce qui allait devenir la séparation entre Gaza et la Cisjordanie. Et il a réussi ce qui est son but, que de ne pas inclure Gaza dans les 5,5 millions de Palestiniens qui sinon seraient à égalité avec les Juifs dans la population de cette région. Gaza, on a puni collectivement la population pour avoir, entre guillemets, mal voté. Donc vous savez que ce blocus est un véritable crime de guerre. Dans ce blocus, toute une population reçoit en quantité très faible et très insuffisante électricité, eau, ciment, matériel scolaire, nourriture. Donc on a des situations qui sont des situations de pauvreté énorme. 60% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Briser le blocus, c'est une nécessité. Tout à l'heure, on parlait de la flottille. Donc il y a eu la flottille qui a été attaquée avec 9 morts, qui était principalement une flottille turque. Il y a eu un bateau juif qui a été arraisonné, sur lequel il y avait à la fois des Israéliens et des Juifs qui appartiennent aux mêmes organisations que nous, mais qui venaient d'Allemagne, en particulier. Et puis il va y avoir une flottille internationale d'une 20aine de bateaux, probablement au mois de mai, avec un bateau français. Donc inscrivez-vous dans ce projet. Briser aujourd'hui le blocus de Gaza, c'est une nécessité absolue. Souvent, quand on parle de Gaza, le Hamas, les terroristes, etc. Là-dessus, il faut arrêter. Il faut comprendre que pour Israël et pour les dirigeants sionistes, l'essentiel, c'est de ne pas avoir de partenaire pour la paix. Pendant des dizaines d'années, les Israéliens ont eu en face d'eux des dirigeants palestiniens laïcs, parlant hébreu, ayant parfaitement compris ou inclus la martyrologie juive. Je donnerai un exemple d'une telle personnalité, c'est Marwan Barghouti, qui est en prison à vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis de ces gens-là? Ils les ont roulés dans la farine, ils ont fait des assassinats ciblés, ils les ont emprisonnés et tout. Et quand ils ont conquis Gaza en 1967, on avait le droit de rien construire à Gaza sauf des mosquées. Et puis, quand le Hamas est devenu fort, les Israéliens ont commis des assassinats ciblés contre le Cheikh Yassine, contre Ahmed Rantisi, et
ce qu'on peut appeler des exécutions extrajudiciaires. Donc il faut arrêter de discuter en termes de Fatah, Hamas et tout. Il était important pour les Israéliens de ne pas avoir de partenaires, et c'est comme ça qu'il faut comprendre aujourd'hui la situation de Gaza. L'opération Plomb Durci, qui a fait 1400 morts à Gaza, elle a été rendue possible parce qu'en Israël, pendant des mois et des mois, la presse a expliqué que les Gazaouis étaient tous des terroristes, que ce n'étaient pas des hommes, et en gros que le droit de tuer était quelque chose de tout à fait légitime. J'en viens à la quatrième entité palestinienne, c'est Jérusalem-Est. Jérusalem, Michel Warshawski, qui nous a fait visiter sa ville et tout quand nous y étions, nous explique souvent que c'est la ville des 3/3. En gros, il y a 300 000 Israéliens dans Jérusalem-Ouest, qui étaient Israéliens avant 67. Il y a un peu plus de 500 000 habitants à Jérusalem-Est, avec une toute petite majorité palestinienne, 270 000 Palestiniens et 250 000 colons. Quand on voit les colons, c'est atroce, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem-Est, c'est une quinzaine de nouveaux quartiers qui ont été pris, qui ont été volés aux Palestiniens. Quand ils sont un petit peu éloignés du centre, comme Pisgat Ze'ev, ben on construit des tramways, c'est le fameux tramway de Alstom et Veolia pour relier ces zones-là à Jérusalem-Ouest. Et c'est une ville où, colline par colline, la judaïsation se fait à marche forcée. Mais la judaïsation de Jérusalem, elle a pris une accélération terrible. D'abord, il faut comprendre, quand les Israéliens ont annexé Jérusalem en 67, il y a eu un vote de la Knesset pour déclarer qu'elle était annexée, c'était une toute petite ville. Autour, il y avait la vieille ville et 2-3 quartiers autour. Maintenant, Jérusalem-Est, c'est 4% de la Cisjordanie. C'est un territoire immense qui, sur 20 km, s'étend de Ramallah à Bethléem. Et donc, dans ce territoire, il y a les colonies et il reste les quartiers palestiniens. Et c'est ceux-là, aujourd'hui, qui sont attaqués. Je vous ai parlé de Silouane, qui était détruit au nom du roi David. Il y a Sheikh Jarrah, aujourd'hui, qui est attaqué de l'intérieur. Et puis, il faut comprendre que dans Jérusalem, il y a la question de la mémoire qui est permanente. Un quart de la vieille ville a été pris par les Israéliens, ce qu'ils ont dit, qui s'appelait autrefois le quartier juif. Mais par exemple, à 200 mètres du mur des Lamentations, il y a un musée qui célèbre 1948, mais pas les 800 000 Palestiniens qui ont été virés de chez eux. Non, les 2000 Israéliens qui vivaient dans la zone future, qui est devenue jordanienne, et qui ont dû partir de chez eux. C'est-à-dire la mémoire est toujours complètement sélective, et c'est ça qui est célébré à Jérusalem-Est. J'arrive sur la dernière entité, qui est la Cisjordanie. C'est sans doute une situation qui est incroyablement dure. D'abord, on a un petit peu du mal à comprendre comment ce qui allait devenir l'autorité palestinienne, enfin en tout cas Yasser Arafat, a pu signer un projet de paix à Oslo avec zone ABC, c'est-à-dire dans lequel étaient déjà inclus l'émiettement, les Bantoustans, et le fait que la Cisjordanie, ça allait être complètement émietté. Aujourd'hui, les Palestiniens sont beaucoup plus nombreux que les colons. Si on enlève Jérusalem, il y a 250 000 colons. Il y a 250 000 colons en Cisjordanie, 250 000 à Jérusalem-Est. Mais les colons qui sont moins nombreux, beaucoup que les Palestiniens, encerclent les Palestiniens. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une colonisation spatiale. C'est-à-dire que les colonies qui sont déjà d'immenses territoires, ils ont toute une zone sur laquelle ils peuvent s'agrandir, et sur ces zones-là, on construit une zone industrielle, on construit une décharge, une station-service, donc on occupe l'espace, et le résultat, c'est que sauf Jenin peut-être, toutes les grandes villes palestiniennes aujourd'hui sont complètement encerclées par le mur et les colonies. Alors avec des choses qui sont terribles, par exemple à Bethléem, la colonie de Haroma arrive aux portes de la mairie, et on sait que cette colonie-là, avant c'était une forêt, la forêt a brûlé mystérieusement le premier jour des négociations entre Ehud Barak et Yasser Arafat, et aujourd'hui c'est une colonie qui fait 20 000 habitants et qui est en voie d'agrandissement. Que le mur coupe littéralement la Palestine en des tas de morceaux, prive les Palestiniens d'une énorme partie de leur territoire et rend la vie complètement impossible. Donc vraiment, ce qui reste de la Cisjordanie aujourd'hui, c'est des Bantoustans émiettés, avec l'impossibilité complète d'avoir une économie, d'avoir un commerce, d'avoir une production. Je vous conseille de lire le livre d'un franco-palestinien qui s'appelle Ziad Klo, et qui est un jeune, il a 32 ans je crois, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Il n'y aura pas d'État palestinien ». Il a été, comme franco-palestinien, engagé pour négocier avec les Israéliens. Déjà, ce qui raconte des négociations est édifiant des deux côtés.
mais la réalité qu'il décrit de la Cisjordanie est totalement exacte. Alors pour finir, parce que j'ai été très long, c'est quoi la paix? Ben, j'espère vous avoir convaincu sur une idée, de la même façon que on n'a pas pu sortir de dizaines d'années de guerre en Afrique du Sud sans dire l'apartheid est un crime, et ça a été le point que Mandela ne voulait pas négocier, il avait raison. On ne sortira pas de cette guerre-là en maintenant le sionisme. C'est-à-dire, moi je suis de ceux qui pensent que le sionisme est un obstacle à une paix juste, qu'il y a eu une tentative, 88, qui a été, on maintient le sionisme, on maintient l'État d'Israël tel qu'il se définit, et on fait ce que Arafat appelait la paix des braves, on accepte un État palestinien sur 22% de la Palestine historique. Le résultat, ça a été quoi? Même Yitzhak Rabin, entre la signature des accords d'Oslo, c'est 93, et son assassinat 95, il y a 18 mois qui s'écoulent. En 18 mois, Yitzhak Rabin installe 60 000 nouveaux colons. Donc pourquoi? Et je crois que si on ne comprend pas ce qu'est le sionisme, on ne comprend pas ça. Et donc, ça dit bien que sur cette base-là, il ne peut pas y avoir de paix. Quand on regarde, Julien Salingue est en train d'écrire une thèse sur les accords d'Oslo et sur l'autorité palestinienne, quand on regarde ce qui a été signé, les Israéliens ont confié à l'autorité palestinienne la tâche d'assurer la sécurité de l'occupant. On ne peut pas signer une paix sur ces bases-là. Une paix, c'est quoi? D'abord, c'est la parole. Un Israélien devra dire, voilà, 1948, on a fait un nettoyage ethnique, ça, c'est pas possible, le droit international n'accepte pas ça, et donc la paix, c'est, on va voir maintenant, 60 ans après, 70 ans après, comment on répare. La première parole, elle devrait être celle-là. Donc à partir du moment où comment on répare, on va discuter, alors là, toutes les options sont possibles, puisque c'est 50-50 pour la population, partage du territoire, État unique avec égalité des droits, tout est possible, et telles que les négociations sont parties, elles sont parties en gros pour que la colonisation, l'apartheid, l'occupation, dont les mots ne sont jamais cités dans les accords d'Oslo, se maintiennent, et quelque part que le pouvoir palestinien qui se crée soit un pouvoir un peu collabo pour assurer ça. Je vous assure qu'on a été surpris, même comme militants, de voir la colère en Palestine contre l'autorité palestinienne. Je pense qu'on aurait été à Gaza, on aurait eu la même colère contre le gouvernement de Gaza. C'est-à-dire que l'État d'Israël a créé quelque chose qui n'est pas du tout, qui tourne le dos totalement aux aspirations des Palestiniens à avoir un État, et qui est en gros une structure, ouais, collabo, il faut peut-être un petit peu l'appeler comme ça. Donc, il faudra, pour qu'il y ait une paix, qu'on ait un dépassement du sionisme, une rupture avec le sionisme. Israël ne pourra pas se définir comme un État juif. Shlomo Sand l'écrit dans son livre, il dit État juif ou démocratique, il faut choisir. C'est-à-dire que dès le moment où l'État se définit juif, par essence, tous ceux qui ne le sont pas, et à l'intérieur des frontières même de 48, les 20% de la population qui sont palestiniennes sont des sous-citoyens. Et cette question-là, elle est devenue primordiale aujourd'hui et elle ne peut pas être occultée. Sur la question des Israéliens, c'est très clair, les Israéliens resteront et doivent rester. Hein. Tous ceux qui, les barjots qui rêvent des Juifs à la mer, tout ça, il faut dire clairement que c'est une atrocité et tout. Mais ils resteront sur une base d'égalité. Il ne peut pas y avoir d'autre idée directrice d'une paix que l'égalité des droits et ce qu'on appelle le droit international qui reconnaît le droit des peuples et l'égalité et tout. Et en particulier, je dis que l'égalité pour moi, c'est pas 70%, 18% du territoire pour l'un et 22% pour l'autre. Je trouve ça plutôt injuste. Je crois qu'il faut dire, nous, dans ce que nous avons à dire, nous qui vivons en Europe, il faut dire que la politique israélienne n'est pas seulement destructrice et criminelle pour les Palestiniens, elle est complètement suicidaire pour les Israéliens, elle met en danger les Juifs du monde entier. Et il faut le dire vis-à-vis éternellement d'Israël qui dit « vous attisez l'antisémitisme ». Il y a une tâche aujourd'hui qui est fondamentale, c'est la question du BDS, boycott des investissements sanctions. Nous avons assisté à Birzeit à une conférence qui a été donnée par les initiateurs de ce mouvement. Le BDS, ce n'est pas quelque chose de français ou d'occidental. C'est 172 associations palestiniennes qui se réunissent, et parmi lesquelles toutes celles qu'on a pu voir au Forum social de Ramallah, et qui disent, face à la complicité, à l'inertie des sociétés, il s'agit pour les citoyens aujourd'hui de boycotter totalement l'État d'Israël
et boycotter totalement l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire seulement ne pas acheter les avocats Carmel ou les oranges de Jaffa. Ça veut dire boycotter politiquement, boycotter sportivement, boycotter scientifiquement, boycotter académiquement, boycotter tout ce qui ressemble aujourd'hui à cette aide-là, comme on a boycotté l'Afrique du Sud. Et on arrête avec les histoires, mais les Palestiniens seront victimes. Il y avait des Noirs qui travaillaient pour les entreprises blanches en Afrique du Sud, ils étaient demandeurs du boycott. C'est la société palestinienne qui nous le demande, et qui nous le demande parce qu'elle dit, s'il n'y a pas cette pression, si aujourd'hui il n'y a pas une déqualification, une atteinte à l'image d'Israël, il ne se passera rien, parce que la plupart des États aujourd'hui sont complices. Et donc, pour ma dernière phrase, ce sera, s'il faut répondre à Michel Alliot-Marie qui accuse tous les partisans du BDS d'être des antisémites, il faut citer la phrase d'un anticolonialiste israélien qui s'appelle Neve Gordon, qui est universitaire, qui appartient au mouvement Boycott from Within, boycott de l'intérieur, et il dit « Je suis pour le boycott parce que c'est la seule façon de sauver mon pays ». Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou comment on fait. Il y en a là, donc maintenant place aux questions. D'abord, un grand merci pour cet exposé lumineux, complet et qui met les pendules à l'heure. Est-ce que vous savez qu'avant Shlomo Sand, une historienne juive suissesse, Salsia Landmann, a la première probablement expliqué que les juifs du monde entier, et en particulier ceux d'Europe, n'étaient pas des émigrés venus depuis les temps anciens de la Judée ou de la Samarie, mais que c'était des descendants des convertis, et que le mouvement de conversion, certes, avait été majoritairement vers le christianisme, mais minoritairement, mais de façon appréciable, vers le judaïsme. Et que donc, les juifs d'aujourd'hui, et tous ceux d'Europe, notamment les Ashkénazes, sont des descendants de convertis. C'était donc la première à avoir écrit cela et à avoir plaidé. Je pense que Shlomo Sand a dû connaître cette source historique.